Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous en ligne ce soir. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire des 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. On lance cette conférence, ce cycle de conférences Régénération. Vous êtes près de 270 personnes à nous rejoindre. Ça nous fait très chaud au cœur. Merci beaucoup. On va essayer d'être à la hauteur pour cette première. Et je ne vous cache pas que nous avons le trac de vous parler, de vous rencontrer et d'échanger avec nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vous disais à l'instant que nous allons fêter les 5 ans de l'accord de Paris, qui a été un moment important. Et pourtant, si on regarde de près, 2020 était une des années les plus chaudes de l'ère contemporaine. La déforestation de l'Amazonie se poursuit. On a le sentiment que le monde continue de vivre dans l'ancien monde, l'avant, et pas encore tout à fait dans l'après. Alors, est-ce un faux départ? Avons-nous de vrais espoirs? C'est la question qu'on pose ce soir. Et face à tous les dangers et les catastrophes qui se présentent à nous, ce soir, on a envie juste de dire stop. Stop, parce que oui, tout ça est là, nous le savons. Vous le savez aussi, la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous travaillons sur ces sujets depuis longtemps, et en tout cas avec passion, même si c'est depuis peu de temps. Nous avons alerté et nous continuerons à alerter sur ces sujets, c'est important. Mais désormais, à notre sens, c'est le temps de l'invention, c'est le temps de l'action. Réparer la Terre, c'est la formule que nous utilisons, nous, entre guillemets évidemment, promouvoir une économie qui régénère, l'économie régénérative. Derrière ces formules, il y a la contribution à un projet de société finalement très simple, un monde vivable et aussi joyeux que possible pour nous et pour nos enfants. Alors c'est ambitieux parce qu'il faut créer les conditions de décarboner massivement l'économie. Il faut enrayer le déclin des espèces vivantes, la 6e extinction de masse. Il faut renaturer nos villes. C'est un immense défi donc que de transformer notre économie qui détruit encore beaucoup, en une économie qui répare et qui soigne l'humain. Tout le monde est concerné, qu'on soit individu dans nos métiers, qu'on soit en entreprise, en organisation, que ce soit sur nos territoires. C'est un défi qui a déjà commencé en fait, parce que cette économie, elle a commencé à émerger et c'est la bonne nouvelle. Et c'est là-dessus que nous souhaitons nous concentrer ce soir avec ce premier rendez-vous de régénération et le cycle qui suivra. Aujourd'hui, un téléphone portable réparable, ça existe. Des forêts urbaines, ça existe. Des cargos à voile, ça existe. Une agriculture régénératrice, ça existe. L'explosion du vélo, du vrac, la relocalisation de l'industrie, les circuits courts, ça y est, on en parle concrètement. Alors nous sommes lucides, nous savons tout le chemin qu'il reste à parcourir, mais avec nos 3 invités ce soir, nous voulons nous projeter un peu plus loin que l'année 2020, dans ce monde d'après, peut-être en se disant et si on réussissait? Et si en 2030? Et si en 2050, cette transition écologique que nous portons tous avec cœur avait réussi? Si on pouvait se retourner en disant on a réussi. Comment on fait pour arriver à ça? Alors, on va leur poser des tas de questions. Je veux juste vous dire que si on se projette à 2050 d'aujourd'hui, c'est une trentaine d'années. Une trentaine d'années pour les plus vieux d'entre nous, les plus âgés, les seniors, on va dire. C'est ce qui nous sépare du mur de Berlin. C'est ce qui nous sépare de la naissance du web. Donc c'est à la fois peu et beaucoup. C'est le temps qu'il nous reste pour décarboner l'économie. Voilà, alors je vais vous présenter tout de suite nos 3 intervenants et merci à eux 3 d'être avec nous. Bonsoir Yannick Roudot. Bonsoir. Yannick, tu es auteur, conférencier et prospectiviste et tu viens de publier un livre que j'ai ici, Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie. Exactement. Voilà. Et tu es à Nantes, c'est ça? Voilà, je suis à Nantes, basé à Nantes, et je me déplace dans toute l'Europe en train, bien sûr. Ok. Petit complément, probable, oui, parce que c'est la voie de salut, on en parlera après, je pense. Tout à fait. À tout de suite, Yannick. Mathieu Ozano. Bonjour Mathieu, bonsoir. Salut. Tu es directeur du Shift Project. Le Shift Project est auteur de Or Noir, une bible, un roman presque sur l'aventure du pétrole. Et tu es à Paris. Ouais, je te confirme. Et le Shift Project, tu peux nous dire quelques mots? Ouais, c'est un groupe de réflexion sur la transition énergétique, une association loi 1901.
qui a vocation à pousser à la roue de la transition énergétique. Et notre manière de le faire, c'est en documentant des sujets qui sont clés et réputés indémerdables de la dite transition, et c'est pas ce qui manque. Voilà. Ok, merci Mathieu. On te retrouve dans un instant. Shu Sang est avec nous aussi. Bonsoir Shu. Bonsoir. Tu nous joins depuis Paris également? Oui, tout à fait. Tu es cofondatrice de Pandobac. Est-ce que tu peux, et tu es entrepreneur, qu'est-ce que Pandobac en quelques mots? Pandobac, c'est une start-up que j'ai créée il y a 2 ans et l'objectif, c'est d'accompagner des acteurs sur leur transition vers du réemploi plutôt que de l'usage unique, donc sur des emballages et des contenants divers. Ok, très bien. Merci à vous trois. Je vais commencer avec Yannick par te poser quelques questions sur ce livre que tu viens d'écrire, qui vient de paraître. Alors, aux éditions de La Mer Salée, c'est une particularité qu'on peut souligner aussi, puisque je ne l'ai pas dit, mais tu es éditeur, toi et Sandrine Roudot, ton épouse. Vous avez cofondé cette maison d'édition, La Mer Salée, qui vous édite aussi, mais pas que vous. C'est bien ça? Alors, voilà, des auteurs engagés sur des sujets qui peuvent contribuer à éveiller les consciences et à donner des pistes de résilience. Voilà le pari de cette maison d'édition. Et on est basé à Nantes, on travaille en local et on essaye de minimiser au maximum l'impact écologique des livres, parce que c'est une industrie assez polluante, le livre. Ça circule beaucoup, les bouquins. Ok. Alors, dans ce livre consacré à l'improbable qui peut surgir, dont nous voyons la couverture, et que je recommande très chaudement à tous nos participants, tu as voulu justement dépasser cette question des constats dans lesquels on est parfois embourbé, en te positionnant avec une vision assez long terme, qui est assez enthousiaste, jamais béni oui oui. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur la genèse de ce livre qui est né pendant la crise Covid, pendant le premier confinement? Bon, en fait, il a démarré avant le confinement, c'est-à-dire qu'en juillet 2019, j'ai commencé à travailler sur un livre qui était Face à l'effondrement, le pari de l'improbable. Parce que j'ai fait de la collapso dans les années 2010. En 2013, j'ai publié un livre sur l'effondrement des grandes civilisations qui s'appelait La Nouvelle Controverse. J'en avais fait un TED. Et j'étais convaincu que oui, notre civilisation s'effondre et c'est une bonne nouvelle. Il faut passer à autre chose. Mais le problème, c'est l'effondrement écologique. Et j'ai rencontré des jeunes qui étaient assez déprimés, assez anxieux. Et certains étaient tentés de baisser les bras. Et je me suis dit, il faut absolument écrire un livre en leur disant ne lâchez rien, parce que tout peut encore arriver, même si la trajectoire sur laquelle elle est mauvaise, sur laquelle nous sommes est mortifère, une autre trajectoire peut surgir, une bifurcation peut intervenir. Et donc j'ai commencé ce livre avant le Covid, en étant convaincu, en ayant l'intuition que des événements improbables allaient nous stopper en plein vol, et le Covid a surgi 6 mois après. Donc là, il faut que je réécrive tout ce que j'avais écrit, que je jette à la poubelle la première version, et que j'attaque la deuxième en expliquant pourquoi on peut rester optimiste, entre guillemets, tout en étant lucide. La lucidité n'empêche pas l'espoir et n'empêche pas une forme de clairvoyance sur un autre futur possible. Alors justement, si on se projette dans ce futur et sans repasser par tous les grands sujets auxquels on a à faire face, mais quand même peut-être en nommant quelques-uns, les écueils, les défis à relever, on part de quoi? Et puis ensuite, on va discuter de où on peut aller et de comment on peut y arriver. En fait, le constat, c'est que la collapso, moi je suis tout à fait d'accord avec les collapsologues, si on ne change rien, on va vers l'effondrement économique et écologique, un effondrement d'une civilisation humaine sur fond d'une biodiversité qu'on connaît tous dans un état déplorable à l'arrivée. Le bémol que je mettrais, c'est que la collapso, c'est une projection linéaire. C'est le passé, le présent qu'on projette sur les années 2040-2050. Et mon intuition, au regard de ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité depuis des milliers d'années, c'est que l'histoire étant jonchée d'événements inattendus, improbables qui surgissent et qui contrarient les prévisions, on va sûrement éviter l'effondrement écologique parce que des événements vont se produire qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas imaginer. Et ça a déjà commencé. Le Covid en est le premier exemple. C'est-à-dire que le surgissement de cette pandémie dans les années cette année 2020, on parlera des années 2020 dans 20 ans, dans les années 2020-2030, comme on dira, c'est le début de la grande bifurcation, en ce sens que, bien sûr, il y a des souffrances humaines, il y a de la misère sociale, il va y avoir une crise économique extrêmement grave dans les prochains mois partout dans le monde. Mais si on prend le recul historique, cette crise elle nous a offert l'opportunité de comprendre qu'on pouvait réduire nos émissions de carbone à condition d'une décroissance massive et rapide. La problématique, c'est qu'on n'a pas envie de décroître aujourd'hui. L'économie mondiale ne veut pas s'arrêter. Mais on a la preuve que c'est possible, puisque les émissions baisseraient de 7% sur l'ensemble de l'année, grosso modo. On s'est rendu compte qu'on pouvait vivre autrement. Yannick, pardon, est-ce que c'est socialement, humainement souhaitable ce que nous vivons
aujourd'hui? Alors non, c'est toujours cette capacité à décorréler le court terme du long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, à court terme, ce qu'on vit, c'est violent socialement, c'est violent économiquement, et ça n'est pas ce toi pour beaucoup de monde. Par contre, on sait que l'inaction et la passivité nous emmènera vers une crise humaine bien plus grave dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et c'est-à-dire que toute transformation de civilisation, malheureusement, ne se fait pas que dans la douceur. Et mon propos n'est pas d'être cynique en disant c'est normal qu'il y ait des millions de morts et qu'il y ait de la casse sociale, c'est pas du tout mon propos. À charge à nous et à nos politiques et aux acteurs économiques de limiter la casse, de mener des vraies politiques sociales d'accompagnement de la transition. Mais si on regarde les choses froidement, il faut que ce modèle économique s'arrête. Il est trop carboné, trop destructeur, trop mortifère. Il ne s'arrêtera que si des événements improbables viennent nous surprendre, parce que volontairement, je n'ai jamais vu une civilisation s'autodissoudre, je n'ai jamais vu une économie s'arrêter d'elle-même, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. L'Empire romain était l'empire le plus puissant qui a régné sur le monde et l'Europe au début du premier millénaire. Comment il s'est arrêté? Par des chocs sociaux, culturels, économiques, pandémiques, et les sénateurs romains ont disparu. C'est ce qui est en train de nous arriver. Et ça sera tragique et à la fois enthousiasmant, parce que dans ce clair-obscur, que je compare beaucoup à la Renaissance, eh bien finalement, il y a les bâtisseurs qui voient le monde en devenir, qui construisent quelque chose de nouveau, et puis il y a les conservateurs qui voient leur monde s'effondrer, qui versent dans la violence verbale ou physique, et qui ne veulent pas que ça change. Et les deux sont inévitables, malheureusement. Je crois que ça serait vraiment faire preuve de, de croyance infantile de penser que ça va bien se passer. Ça ne peut que être clair-obscur. Mais dans l'obscurité, il y a aussi la clarté. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Si on est dans la pensée binaire, on apprend ça avec beaucoup de tristesse. Si on est dans la pensée complexe, on apprend ça avec la réconciliation de oui, ça va être dur, c'est difficile, mais ça ouvre des potentiels économiques, humains, sociaux incroyables. Et je n'ai pas l'assurance qu'on ira vers un monde soutenable en 2040, mais il est encore possible. Alors, si on se concentre justement sur la clarté dans ce clair-obscur que tu évoques, et on se positionne en 2050, dans ton livre, tu abordes certains sujets comme serons-nous des néo-nomades? Qu'en sera-t-il du numérique, du travail et de la quête de sens? Quelle sera la modernité? Est-ce que la frugalité sera une forme de modernité? Comment évoluera notre alimentation? Qui renvoie à des tas de sujets qu'on traite aujourd'hui et que beaucoup d'entrepreneurs également essaient de traiter et auxquels ils essaient d'apporter des réponses, des penseurs, des stratèges aussi. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur, je reprends ce que j'évoquais tout à l'heure sur On se retourne et la transition réussie, c'est ce que tu évoques aussi dans ce livre, ce scénario de finalement on y est arrivé. Qu'est-ce qu'on pourrait dépeindre de notre, j'allais dire, environnement, pas au sens écologique du terme, mais de notre environnement quotidien, de ce qu'on fait, de la manière dont on vit, quelques touches comme ça, même si elles sont impressionnistes. Oui, oui, c'est quelques petites touches. Bah, j'en retiendrai quelques-unes. Je pense qu'on est au début d'un exode urbain massif, retour vers des territoires et des villes de taille moyenne, des villages qu'on va revitaliser pour des questions d'autonomie alimentaire, pour des questions de qualité de vie, pour des questions de sécurité, pour des questions de pollution. Et ça a déjà commencé, le Covid, le confinement ne fait qu'accélérer ce besoin de certains urbains de repartir dans la nature. Une relation au travail qui sera plus la même. Je pense que comme les Romains, on travaillera 6 heures par jour, de 7 heures à 13 heures, ce que faisait l'Empire romain, et ça marchait très bien. Ils avaient des esclaves humains, malheureusement. Nous, on a des algorithmes, on a des machines, on peut très bien travailler moins. De toute façon, on n'aura pas le choix. Travailler pour produire plus, pour consommer quoi? Pour de la pollution qui sera insoutenable, ce n'est pas possible. Donc un rapport à l'argent du coup qui changera. Et cette frugalité qui est en train de s'imposer, j'appelle ça une relocalisation avec un W pour le low. C'est un mélange de slow economy et du retour du local dans un monde global. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre une vie frugale. Frugale, ça ne veut pas dire triste, hein, c'est pas le retour à l'âge de pierre, c'est le retour aux années 80, grosso modo, hein, 70-80, c'est pas un drame. C'est-à-dire moins de voitures, en tout cas elles ne seront pas polluantes, ça c'est clair, il faut aller vers autre chose. Moins de biens matériels obsolètes, plus de partage des biens qui n'ont pas de sens et détenus en propre, ça a déjà commencé. Une alimentation de proximité, ça a déjà commencé. Un rapport au temps passé dans la journée où la matinée sera peut-être contributive dans des entreprises qui réparent la planète, et puis l'après-midi, ça sera une contribution au patrimoine commun par des implications associatives, personnelles, etc. C'est une nouvelle civilisation en ce sens que c'est comme quand on est passé du monde antique au monde chrétien, au monde romain, au monde européen, et puis ensuite on a quitté le monde médiéval et on est passé au monde de la technologie. Mais c'est le même saut que l'on va faire. Sauf que là, on va quitter la modernité technologique, qui est rationnelle, qui est matérialiste, qui est individualiste, et on va vers un monde moins individualiste, moins matérialiste, plus spirituel. Donc ça change tout. Et je vous rappelle qu'une nouvelle civilisation, une civilisation, c'est quoi? C'est une nouvelle gouvernance, donc quelle démocratie ou pas, quelle organisation politique, un nouveau rapport à l'économie, quel vivre ensemble, qu'est-ce que l'on produit, qu'est-ce que l'on consomme, comment ça s'organise, et puis des nouvelles valeurs.
La précédente renaissance, c'est l'émergence de l'humanisme. On a mis l'homme au centre du monde et on en souffre aujourd'hui, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Eh bien, demain, je pense que la nature va reprendre sa place centrale dans nos sociétés humaines parce que nous n'avons pas le choix. Et s'il n'y a pas ce retour vers de l'humanisme passer à une sorte d'animisme moderne, une nature à nouveau sacralisée, protégée, on est foutu. Tant qu'on prend la nature. Protégé au sens mise sous cloche, ou c'est Non, une relation vivante, c'est le biomimétisme, la alors, bioinspiration, c'est… ça va au-delà du biomimétisme. Pour moi, le biomimétisme, c'est très bien, mais ça reste une technologie, un outil. Je pense qu'on a besoin d'une élévation des consciences spirituelles, que l'humanité s'émerveille à nouveau de la nature, comme s'émerveillent les peuples autochtones, les peuples premiers, comme on dit. Pour avoir côtoyé des gens dans les différentes parties du monde, il y a un rapport dans l'animisme à la nature qui est on demande la permission à une forêt avant d'y rentrer, et avant de couper un arbre, on remercie l'arbre de son sacrifice. Alors nous, ça nous paraît très loin, surtout aux Occidentaux, de penser comme ça. Parce que pour nous, l'arbre, ce n'est que du bois que tu coupes, c'est qu'un matériau. Et on peut trouver un entre-deux, un curseur entre cette modernité qu'on a développée, cet rapport à la technologie, à l'outil, et en même temps, avant de construire dans un centre-ville, avant de raser les platanes parce qu'ils gênent, on construit autour du platane. C'est des postures intellectuelles. Avant de raser pour replanter, il y a des gens aujourd'hui qui rasent des forêts entières pour faire des lotissements sans se poser la question. Ça leur paraît tellement évident, ce ne sont que des arbres. C'est ce rapport à la nature qui doit changer, et ça nous ouvre les portes d'une nouvelle civilisation, parce que tout en découle derrière. Alors Yannick, dans cet exercice de style, on a souhaité que les co-intervenants puissent participer et poser aussi leurs questions avant qu'on prenne les questions du public. Là, donc, dans cette séquence, je vais proposer à Mathieu et à Chou de poser aussi leurs questions. Mathieu, je t'ai vu un tout petit peu tiquer tout à l'heure sur une question de transformation. Enfin, je me dis que dans le rapport aux éléments physiques, à l'énergie, il y a peut-être quelque chose, mais je ne veux pas devancer tes éventuelles questions. Et peut-être est-ce que j'ai rêvé. Et c'est pas pour faire de la polémique, hein, c'est vraiment Ouais. une discussion. Non, il y a une divergence. J'ai une divergence d'analyse sur ce que tu as dit, Yannick. Permet qu'on se tutoie, même si on s'est, je crois, croisé une fois et que là, on ne se voit pas directement. Sur ce que tu disais sur le temps de travail, tu as dit on travaillera, alors contrairement à l'idée qu'on s'en fait, on travaillera comme des Romains, mais on travaille comme des Romains au sens où on travaillera, je crois que tu as dit 6 heures par jour, quelque chose comme ça. Moi, c'est une. Et tu dis on a des machines, on aura des machines, des algorithmes qui pourront prendre le relais. Pour moi, c'est probablement le fait qu'on doit se passer d'énergie fossile, c'est l'évolution vers un monde où l'énergie sera plus rare, plus précieuse, et donc on peut s'attendre à avoir une dégradation de la productivité du travail. Donc, à mon avis, un monde sans énergie fossile, c'est un monde où on travaille plus. Il faut précisément remplacer les machines. Et le numérique là-dedans, parce que tu y as fait allusion, le numérique n'est pas du tout sobre en énergie, c'est même tout le contraire, c'est même le secteur dont les besoins énergétiques croissent le plus fort aujourd'hui. Sinon, je souscris à beaucoup de choses que tu as dites, mais voilà, je voulais pointer cette divergence. Je vais répondre à ça. Effectivement, j'étais rapide dans mon intervention, mais quand je dis on travaillera moins, l'idée n'est pas de produire autant qu'aujourd'hui. Moi, je ne vois pas de gain de productivité. Je parle d'une décroissance assumée, une décroissance quantitative, tout ce que l'on produit. Donc, c'est-à-dire que moins de travail, parce que moins de production, parce que ça n'aura plus de sens de consommer des produits obsolètes, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je parle des algorithmes, c'est pour assurer une forme de confort dont on aura du mal à se passer, je pense, à dire, est-ce qu'on pourra vraiment se passer d'un réseau Internet? Donc, un des challenges dans les 30 prochaines années, et je n'ai pas la solution, c'est d'inventer un numérique propre, qui sera peut-être bio-ionique, bio-végétal, j'en sais rien du tout. Il y a tout à inventer, sinon ça ne fonctionnera pas, je te rejoins totalement. Et puis, dans cette société où effectivement il n'y a plus d'énergie fossile, mais quand je dis 7 heures par jour, c'est 6 à 7 heures d'entreprises contributives, c'est-à-dire que ces entreprises qui contribuent à réparer le vivant. Donc ça peut être de la réforestation, ça peut être de l'apiculture, ça peut être des services utiles à la personne, ça peut être des technologies propres, mais il ne s'agit surtout pas pour moi de faire croire aux gens que le mode de vie occidentalisé que nous avons aujourd'hui, on va le copier-coller sur 2050 avec des techniques propres. Ça, j'y crois pas un instant. Pour moi, c'est un changement radical de mode de vie. Donc, qu'on soit bien d'accord, moins d'énergie, bien sûr, moins de production, moins de confort matériel, sûrement, moins d'objets obsolètes, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les maisons, nos greniers
Et nos cas sont remplis d'objets inutiles. Déjà, si on éliminait ça, qu'on éliminait le spam, qu'on éliminait les lumières la nuit, qu'on éliminait les transports qui ne sont pas indispensables, déjà, je pense qu'on change pas mal de choses. Et après, il y a toutes les bonnes surprises sur lesquelles, inattendues, qui peuvent surgir, mais ce n'est pas sûr qu'elles surgissent, ce sont des ruptures, que ce soit des supraconducteurs, que ce soit une énergie tirée du monde végétal, j'en sais strictement rien, parce que l'histoire nous enseigne que quand la bougie existait, on n'anticipait pas l'électricité. Mais pour moi, ce n'est pas une certitude qu'on ait la rupture technologique. Donc je préfère miser sur une décroissance quantitative. Percer le mystère de la photosynthèse ou de la fusion à froid. Alors tout à fait, ça c'est des choses que j'aborde dans le livre, la photosynthèse, la chimie froide, des coquillages, mais on n'est pas sûr d'avoir une réponse technologique à nos problèmes. Donc je préfère ne pas y compter, et je préfère compter sur une transformation du mode de vie, une transformation de notre relation aux objets, notre relation à la nature, et peut-être que cerise sur le gâteau, on aura ces ruptures technologiques qui vont nous aider à faire des belles choses avec une autre forme d'énergie. Mais ça, on est loin d'en être sûr, donc on ne peut pas compter dessus en 2020. Alors, je voudrais qu'on entende Chou également, si Chou, tu veux bien interpeller ou converser avec Yannick. Oui, j'avais plus moi tiqué sur le délai dont tu parles de 2040 ou 2050. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer une rupture, comme tu parles, d'ici ces délais-là. Pourquoi avoir dit, enfin, toi en tout cas, sorti ce chiffre-là? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire, d'où vient ce 2040, quoi? Alors, deux choses. La première, c'est que c'est les 50 des accords de Paris, donc je vais rappeler les objectifs rapides. 2050, neutralité carbone. Donc, pourquoi j'ai pris 2050? D'une part, ça correspond à la neutralité. Et 2030, c'est les moins 40% qui est l'étape. Donc, dans les 10 ans, on doit faire moins 40%, ce qui est impossible dans le contexte actuel. Mathieu en parlera sûrement, c'est impossible. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, sauf, et c'est là où je reviens à mon sujet, événement inattendu. Et quand je dis événement inattendu, improbable, c'est quelque chose sur lequel personne ne mise aujourd'hui, parce que c'est tellement improbable que ça ne peut pas arriver. Donc effectivement, si on reste sur la trajectoire linéaire mortifère sur laquelle on est, mon propos est complètement obsolète, il n'a aucun intérêt. C'est une utopie qui ne se réalisera jamais. Par contre, si on regarde l'histoire de l'humanité, le surgissement de la Révolution française, le surgissement, par exemple, de la chute du mur de Berlin, le surgissement d'une technologie nouvelle qu'on a appelée l'électricité, etc., etc. Il peut se passer dans les 10 prochaines années un mouvement social mondial, un sitting pacifiste des jeunes qui bloque l'économie mondiale sans aucune violence, ça peut survenir. Il peut se passer un changement politique majeur, c'est-à-dire qu'on est peut-être à la veille de révolution politique dans un certain nombre de pays qui seront leaders pour tirer le monde de demain. Il peut se passer un boycott de l'économie où des gens quittent les grandes villes et vont s'installer autrement et n'achètent plus les produits et petit à petit s'effondrent. Il peut se passer des tas de choses. Il peut se passer une pandémie très grave, parce que celle-là n'est pas grave finalement. Si on avait eu la peste ou le virus Ebola, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que mon propos, c'est comment on atteint les objectifs de l'accord de Paris en 2050, donc c'est rapide, et pour que ça puisse arriver, seul l'improdable et l'inattendu peut nous aider, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, juste une chose, si je peux me permettre, Yannick, parce que dans ton livre, tu parles aussi d'intention. Ouais. C'est-à-dire l'improbable, mais avec une humanité qui a quand même posé des intentions. L'accord de Paris, Voilà. C'est une intention. Voilà. Il y a l'intention quand même de relever le défi. Voilà, c'est-à-dire que le futur, alors là je vous emmène sur le dernier chapitre où je parle de spiritualité et de futur. Les travaux en physique quantique aujourd'hui et en physique cosmique, que ce soit les Einstein et autres, nous disent que notre relation au temps, la vision occidentale du temps est erronée. Le futur ne dépend pas que des actions présentes. Le futur serait déjà en partie déployé. Et le futur influerait sur le présent et le présent influe sur le futur, ce qu'on appelle la double causalité. Et ça, c'est des gens comme Carlo Rovelli, prix Nobel de physique, qui nous le dit. C'était Nietzsche qui en avait l'intuition, c'était Einstein qui en avait l'intuition aussi. Et aujourd'hui, on a la preuve, entre guillemets, que notre vision du temps est fausse. Et ça veut dire que plus on met d'intention forte dans le présent sur un futur désirable, plus il a des chances de se matérialiser dans ce qu'on appelle le multivers quantique. Désolé d'être aussi compliqué en quelques minutes. Et de nous envoyer le chemin pour y accéder. C'est ce qu'on appelle les signes, ce que Carl Gustav Jung, le psychanalyste, appelait les synchronicités. Des signes, des heureuses coïncidences qui nous guident. Et donc, effectivement, les accords de Paris sont une intention. Aujourd'hui, plus nous serons nombreux à avoir l'intention que ce futur soutenable se réalise, plus on va nourrir ce futur, plus il va nous envoyer des signes pour suivre le bon chemin. Par contre, si on est tous dans la collapso et dans une forme de défaitisme, on va nourrir l'autre futur, la fuite en avant technologique, l'explosion des ressources carbonées et une nature qui va s'effondrer. Et là, c'est le rêve des transhumanistes. Au choix. On a encore le choix, tout se fait dans la décennie en cours.
Alors Yannick, je laisse les participants découvrir, s'ils le souhaitent, ton livre pour y lire aussi toutes les subtilités, les nuances que tu y mets, évidemment. Et donc vient la séquence des questions du public, si nous en avons. Ne soyez pas timide si c'était le cas. Est-ce que nous avons quelques questions? Bonsoir à tous. Oui, tout à fait. On a pas mal de réactions et de questions au propos, des réactions plus ou moins soutien d'ailleurs. Donc, une première question autour de la question du changement et est-ce que ce changement peut se faire sans violence, notamment si on prend en compte ce qui nous attend dans les mois et les années qui viennent en termes de pression sociale et économique. Alors, l'histoire nous enseigne que la Joconde est contemporaine des guerres de religion. La Joconde, c'est contemporaine de l'extermination des Amérindiens par les conquistadors. La Joconde est contemporaine de l'esclavage industriel. Donc, la violence, malheureusement, il y en a toujours beaucoup dans ces transitions, ces transformations, parce que les conservateurs jettent toute leur force pour que le monde en devenir n'émerge pas, malheureusement. Alors justement, sur ces questions de force, plutôt soutien ou qui vont aller contre cette transformation, il y a une réaction qui souligne le fait qu'aujourd'hui, a priori, les politiques ont des visions tout de même assez court-termistes, donc peu d'intérêt à faire bouger les choses, que beaucoup d'entreprises privées vont plutôt travailler à préserver leurs intérêts, et que finalement, c'est via des mouvements populaires, comme celui des Gilets jaunes qui est cité, que la transformation peut se faire, mais avec quand même un petit doute sur le fait que ça reste à la marge. Alors en fait, c'est toujours effectivement les minorités actives qui changent le monde, hein. C'est jamais la majorité passive, et c'est pas péjoratif, c'est la majorité qui subit le changement. Il y a les 10% font le monde, ça on le sait aujourd'hui que ça fonctionne comme ça. Après, de là à penser qu'il n'y a qu'un mouvement social qui peut changer les choses, oui et non, c'est-à-dire que c'est une multitude de phénomènes qui feront qu'on bascule. Pour côtoyer beaucoup de dirigeants d'entreprise, autant dans les très grandes entreprises multinationales, ça bouge peu, autant dans les PME, sur le terrain, ça bouge. Beaucoup de dirigeants se sont engagés dans la transformation, certains radicalement, d'autres pas assez vite. Beaucoup de créations d'entreprises dans le textile en France, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a un cluster textile éthique, écolo, compatible qui se développe. Bref, il y a plein d'inventivité. Il y a le Shift Project qui a été lancé, Shift Job, récemment, qui est une super initiative. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui bougent. Et donc, entre les entreprises qui bougent, les consommateurs qui bougent, la contestation sociale qui fait partie du lot, les contestations pacifiques, des étudiants qui se réveillent. C'est incroyable ce que fait le réveil écologique. Pour un réveil écologique, c'est incroyable comme ils se mettent en mouvement depuis quelques mois. Tout ça me dit que ça peut basculer assez rapidement, plus vite qu'on ne le pense. Donc ça sera un mélange d'actions pacifistes, d'actions violentes, d'actions politiques, d'actions citoyennes, d'actions économiques. C'est complexe tout ça, c'est une nébuleuse qui se met en place, et à un moment, il y a catalyse et bascule. Il y a également une réaction sur le monde que tu nous proposes, une réaction qui est de dire, mais est-ce que c'est pas un retour en arrière finalement? Donc tu as parlé tout à l'heure des années 70. Je serais curieuse enfin voilà, il y a des questions du public et moi aussi je suis curieuse de t'entendre sur ce sujet. Il n'y a jamais de retour en arrière dans l'histoire. L'histoire, c'est une sorte de millefeuille, c'est-à-dire que c'est une couche supplémentaire qu'on rajoute à quelque chose d'existant. Mais cet existant, dans cette couche supplémentaire, on ne garde pas forcément tout ce qu'il y avait dans l'existant. C'est-à-dire que quand l'Antiquité a disparu, on a gardé l'organisation administrative de l'Antiquité, mais on n'a pas gardé les croyances. On est passé à des croyances monothéistes en ce qui concerne l'Europe et une partie de l'Afrique. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va garder quoi du monde actuel? On va garder des connaissances au niveau de la science, de la santé, peut-être au niveau des technologies dans le bâtiment, au niveau du biomimétisme, tout ça, on va le garder. Et en même temps, on va rajouter une couche qui va être cette frugalité, que j'appelle comme ça, qui est une décroissance quantitative choisie pour une croissance qualitative, une qualité de vie, en fait. Et pour moi, ce n'est pas une régression, ce n'est pas le retour à l'âge de pierre. Quel est le sens aujourd'hui d'avoir 2 voitures, 4 écrans plats et un téléphone pliable? Les plus jeunes que je côtoie dans les écoles, les universités ou dans les quartiers, certains ont envie d'un téléphone pliable, mais beaucoup se disent que ça n'a aucun intérêt. Autant aller vers un Fairphone qui fait le boulot, qui est démontable, réparable et qui va durer 10 ans. Et est-ce que c'est une régression d'avoir un Fairphone aujourd'hui? Moi, je vous réponds non, j'en ai un, ça marche très bien. C'est pas une régression. Ah, il n'est pas pliable, hein. Tant pis. On peut prendre une dernière question, Pascal, pour cette séquence.
Oui, alors une dernière question sur finalement la remise en cause du système actuel et une question autour du fait de doit-on rompre aujourd'hui avec le capitalisme ou est-ce que il s'agit de reconstruire, ou en tout cas de construire un mouvement plus progressif qui intègre une vision de l'économie différente justement? Je pense que vraiment l'enjeu, c'est d'avoir une nouvelle pensée économique qui s'appellera sûrement pas capitalisme. C'est pas non plus du communisme, c'est une voie nouvelle à bâtir qu'on essaye de chercher, on tâtonne. Va émerger une nouvelle organisation économique. Je rappelle que c'est la gestion de la maison, hein, l'économie, une nouvelle gestion de la maison. Et le capitalisme libéral prédateur financier tel qu'on a connu, il touche à sa fin parce qu'il nous emmène droit vers l'impasse. Le communisme kolkhozien a montré ses limites. Il y a une voie médiane. Qu'est-ce qu'on va inventer? Tout ça, c'est à créer, c'est à défricher. Et moi, ce qui m'excite dans cette période-là, en dehors des douleurs quotidiennes et des souffrances de certaines personnes qui m'affectent, c'est que on est quand même, on a une chance incroyable d'être devant une feuille vierge, quoi. Il y a tout à écrire. On est comme les Lumières qui, au XVIIIe siècle, pensent un nouveau monde et rêvent de créer les États-Unis d'Amérique, etc. C'est la même chose. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, tout en étant lucide sur la souffrance et la douleur à court terme. Et là, il y a un besoin d'une politique sociale à court terme extrêmement puissante et rapide pour ne pas délaisser les gens sur le chemin. Ok Yannick, enthousiasme et lucidité, c'est ce que je retiens à ce stade. En plus, tu nous fournis une transition parfaite vers Mathieu et la réinvention d'une économie, puisque c'est l'un des sujets du Shift Project. Mais avant cela, je crois que vous avez tous les trois apporté quelque chose. On vous a demandé de vous munir d'un objet dont vous imaginez qu'il fera partie ou pas du monde, de ce fameux monde d'après. Et ben là, je vous laisse tous les trois prendre la parole librement pour nous présenter ça. Peut-être on va commencer par Chou. Alors, rebonsoir à tous. Alors moi, mon objet fétiche, c'est plutôt un ensemble d'objets fétiches. Ce sont ma collection de boucles d'oreilles que voici, dont il y a un exemplaire ici. Alors, j'ai un peu honte, j'avoue, pour quelqu'un qui prône le zéro déchet, d'avoir une collection de boucles d'oreilles. Du coup, ne le diffusez pas non plus trop, s'il vous plaît. En fait, pourquoi les boucles d'oreilles? C'est vraiment chaque paire que j'ai, j'en ai beaucoup, beaucoup, provient d'un voyage que j'ai fait. Et c'est vraiment ma manière de ramener un souvenir, un peu de culture, c'est tout le temps de l'artisanat local que j'achète. Et ça permet vraiment de garder un souvenir vivant en fait de mes voyages. Je dis vivant parce qu'en fait, je les porte très souvent et je les fais vivre comme ça. Et dans le monde d'après, j'espère qu'on aura trouvé des moyens de voyager du coup plus durablement pour continuer du coup à découvrir ces nouvelles cultures, à échanger avec les populations et puis accessoirement pour ma petite collection. Voilà. Ok, merci Chou. Mathieu, est-ce que tu veux nous partager cet objet du monde d'avant, du monde d'après? Quel est-il? Ouais, j'ai un peu cherché quand tu m'as proposé ça. Bon, il est pas très remarquable justement. C'est ça qui est bien. Il est très simple. C'est un crayon papier. Pour moi, la sobriété qu'il faut inventer, c'est une sobriété de l'organisation du système. Et elle se traduit par l'utilisation dans ce système d'objets simples et robustes. Donc je trouve que le crayon papier, c'est assez emblématique de ça. Il y a une petite anecdote que j'adore. Lorsque les soviétiques se sont lancés dans la course à l'espace, la NASA a trouvé un moyen extrêmement sophistiqué de faire qu'on puisse se servir d'un stylo encre en espace, et les soviétiques ont demandé à leurs cosmonautes d'emporter des crayons papier. Voilà. Ok, très bien. Merci Mathieu, c'est très éloquent. Yannick? Moi, j'avais prévu aussi le stylo parce que la plume, l'écriture, c'est une arme de construction massive et de perversion intellectuelle. Donc, je pense que ça, on aura toujours de quoi écrire, hein. L'écriture est tellement présente dans nos civilisations. Mais j'avais prévu un joker, donc j'ai sorti cette petite pierre que j'ai ramenée d'Amérique du Sud il y a quelques années, qui est sur mon bureau en permanence. C'est deux esprits qui sont gravés dessus. Et j'adore la toucher, elle est lisse. Il y a quelque chose. Je ne sais pas quelle matière c'est, elle est vieille peut-être comme la création de la Terre, mais elle me transmet quelque chose, cette pierre, et j'aime bien l'avoir à côté de moi. Voilà. Ok, très bien. Elle survivra. Eh bien, Yannick, puisque tu as la parole, c'est toi qui vas conclure cette séquence, puisqu'on vous a demandé non seulement de prévoir un objet, mais on essaie aussi de faire des petites pauses artistiques et culturelles. Tu nous as proposé une séquence que je te laisse introduire si Marine en régie est bien prête.
Nous allons voir. Oui, alors cette séquence, c'est une séquence que certains connaissent sûrement, c'est Blue Turn que Jean-Pierre Gou a rebaptisé One Earth, c'est la Terre qui tourne, c'est parti de la volonté de recréer l'overview effect, parce que les astronautes tombent tous amoureux de la planète Terre quand ils la voient, quand ils s'extraient de cette planète, il y a quelque chose qui les relie à la Terre, ils deviennent amoureux et inconditionnellement de cette planète, et Jean-Pierre Gou essaye de recréer ça au niveau mondial en diffusant ses vidéos. Donc, je vous propose quelques secondes, mais allez sur le site One Earth et vous verrez qu'on peut y passer des heures à regarder cette Terre tournée qui est magnifique. Merci pour cette très belle séquence. Il y a un clin d'œil à Jean-Pierre Gou, effectivement, qui est d'ailleurs édité, pas que, mais par les éditions de La Mer Salée aussi. Voilà, un projet dont on peut dire aussi qu'il a été initié par Al Gore, vice-président des États-Unis, à l'origine, qui voulait permettre à l'humanité de contempler la Terre qui tourne prise en instantané depuis l'espace. Ouais, et Jean-Pierre a recréé avec son associé l'algorithme permettant de recréer les photos manquantes, parce qu'en fait, il y a une photo toutes les heures. Ils ont recréé les photos manquantes pour qu'on puisse voir la Terre tourner et faire sa révolution en 4 minutes 35. Comme quoi, une révolution, ça peut être rapide. Ok, merci Yannick. On va passer à la séquence de Mathieu. Mathieu Ozano, donc tu es directeur du Shift Project. Peut-être dire ce que c'est, hein, les shifters. Donc, Oui. le Shift, on est une association. Et on est épaulé aujourd'hui. Alors, on est une quinzaine de salariés financés par notamment par des vilains industriels pas beaux qui polluent, mais qui produisent jusqu'à présent les matériaux de construction, de production d'énergie dont vraisemblablement, même avec un changement sociétal profond, on aura peu ou prou besoin demain. Et dans notre action, on est épaulé aujourd'hui par plusieurs milliers de bénévoles, donc les shifters. Et ils ont développé une plateforme qui permet de regarder sur tout le territoire français, je crois même au niveau européen, où et comment on peut évoluer professionnellement, où est-ce que c'est intéressant d'aller par secteur, par région, chercher son emploi quand on est dans un secteur qu'on a envie de quitter, pour aller justement vers des activités plus compatibles avec ce qu'on conçoit être intéressant pour transformer l'économie. Ok, et donc justement, le Shift Project a publié il y a quelques mois déjà un programme de transformation, une proposition de programme de transformation de l'économie. Ouais. En quelques mots, en quoi consiste cette démarche et puis son résultat? Et pardon Mathieu, juste avant, je voulais quand même faire référence de nouveau à ton livre Or Noir, puisque ce livre qui est un monument journalistique que tu as commis il y a quelques années, que je recommande chaudement. Alors, il faut un peu de courage parce qu'il y a pas loin d'un millier de pages, je crois. Exagère un petit peu moins. Et Okay. surtout, il y a beaucoup de notes. Il y a beaucoup de notes à la fin, quelques centaines de pages. Ouais. Mais je recommande cette lecture qui permet de lire la vie contemporaine et la géopolitique depuis plusieurs dizaines d'années au travers de ce fil directeur qui est la quête de l'or noir et du sang de l'économie, en fait, l'énergie, le sang de l'économie. C'est absolument passionnant. Juste une question à ce sujet. Tu parles souvent des limites des réserves pétrolières qui pourraient être une contrainte majeure, y compris pour la transition énergétique. En quelques mots, qu'en est-il? Ouais, pour nous, au Shift, on partage une analyse qui est qu'il n'y a pas une bonne raison de sortir le plus vite possible et de manière ordonnée et pacifique des énergies fossiles et du pétrole en particulier. Il y en a deux. La seconde étant trop peu évoquée, mais elle est non moins tangible que la première. La première, c'est le climat. Je pense que, en tout cas en Europe occidentale, aujourd'hui, on est très très nombreux à partager le diagnostic qu'on a une raison vitale très pressante de nous organiser différemment pour nous passer de pétrole, de gaz naturel et de charbon. La seconde, elle est beaucoup plus presque triviale, beaucoup plus simple à comprendre, ce sont les limites physiques des ressources
que sont ces énergies fossiles. Le problème, c'est qu'on a beaucoup moins d'informations là-dessus parce que, Dieu merci, l'atmosphère n'appartient à personne. Par contre, les réserves pétrolières, elles ont des propriétaires. Et donc, les données sur l'état des réserves mondiales sont protégées par un secret industriel, voire sont des secrets d'État. Mais pour avoir beaucoup travaillé en tant que journaliste d'investigation et puis pour prolonger ce travail dans le cadre du Shift Project et dans le cadre d'une autre association à laquelle j'appartiens qui s'appelle l'Association pour l'étude du pic pétrolier, l'ASPO, je vous invite à aller regarder ça, eh bien, on a sur le même horizon de temps, c'est-à-dire dans les années qui viennent, une contrainte qui promet de s'effectuer sur notre capacité à approvisionner l'économie en carburant fossile carboné. Tu évoquais l'analogie avec le système sanguin, l'énergie, le système énergétique, et ce qui amène l'énergie à l'instar du système sanguin. Si on a une contrainte qui s'exerce là-dessus, ça va être un aiguillon encore plus problématique et non moins pressant pour s'organiser différemment, pour se passer de pétrole. Pour nous, il y a vraiment une double contrainte carbone. Il y a le climat et il y a les limites des ressources pétrolières. C'est malheureusement un sujet qui est très mal, très peu regardé. Je vous invite à aller regarder sur le site du Shift. On a une analyse qui repose sur des données issues d'une agence d'intelligence économique, l'une des 3 mondiales qui font référence. Le risque est particulièrement prégnant pour l'Union européenne, puisqu'on est les premiers importateurs mondiaux de pétrole et qu'on est cerné, on est entouré par justement des régions pétrolifères qui sont en déclin, la mer du Nord étant un cas d'école de ça, en déclin pour des raisons triviales, bêtement géologiques. Alors, raison de plus, effectivement, pour accélérer sur la transition, c'est l'objet du travail auquel je faisais référence tout à l'heure et que vous avez produit. Pardon de poser la question comme ça, mais en quelques mots, comment est-ce que tu résumerais à la fois votre intention et puis surtout vos conclusions à ce stade? L'approche qu'on a, on considère que cette histoire de transition énergétique, c'est d'abord un problème pratique. C'est un problème pratique d'organisation de nos systèmes techniques. Voilà. Avant de parler d'idéologie, de morale, d'éthique, il s'agit, et Chou sera d'accord avec moi, je pense, de comment est-ce qu'on fait pour acheminer des produits, pour fournir l'énergie dont on a besoin, par exemple l'hiver, en se passant d'énergie fossile. Donc c'est un problème pratique qui a une dimension à la fois technique, mais on voit bien quand on regarde ces sujets-là que la technique ne peut pas tout, et puis elle a une dimension d'organisation sociale. Donc nous, le projet, c'est de tenter ce qu'il y a de tracer, de dessiner un plan de transformation pour les activités de production industrielle. J'y faisais allusion tout à l'heure avec un peu d'ironie. On aura encore besoin vraisemblablement en toute analyse de matériaux de construction en 2050. On aura encore besoin de beaucoup d'énergie. Donc on regarde simplement de manière pragmatique comment est-ce qu'on peut imaginer une transformation qui soit techniquement cartésienne, qui respecte les lois de la physique et de la technique, et qui soit, dont on se dit que nos concitoyens, puisqu'on travaille vraiment sur le système français, donc que nos concitoyens pourraient, moyennant un peu d'audace et de consistance, adopter. Voilà. C'est ça le projet. Et si tu me demandes les résultats, eh bien, écoute, c'est un peu prématuré, puisqu'en fait, c'est un chantier qu'on a démarré il y a quelques mois, juste avant l'été. On a pu faire une levée de fonds populaire, un crowdfunding, comme on dit en beau français, qui nous permettent de travailler pour faire une ébauche de ce plan, faire une ébauche d'un plan cohérent qui nous satisfasse, qui nous semble être présentable, y compris pour les gens à qui on va dire vous n'allez plus vivre, vous n'allez plus travailler de manière identique pour être capable de produire ce genre de discours sans être indécent auprès des gens qui travaillent dans des usines automobiles aujourd'hui, auprès des gens qui travaillent dans des raffineries ou qui travaillent chez Airbus. Il faut prendre le temps.
Donc voilà, on se donne un an et on espère arriver à produire un plan de transformation de l'économie française, ou à tout le moins une ébauche qui soit présentable à l'automne prochain. Mais bien sûr, d'ores et déjà, vous pouvez regarder sur le site du Shift, on présente nos hypothèses, on présente notre chantier en fait, de travail. On présente un certain nombre de grandes hypothèses sur l'évolution de la construction neuve, sur l'évolution de la production électrique, sur l'évolution de l'activité agricole qu'on va tester sur le papier et qu'on va tester auprès d'un certain nombre d'acteurs. L'idée étant pour nous non pas de nous substituer au travail qui aurait dû déjà être fait par la République. Je dois dire que la réinstitution du Haut Commissariat au Plan, on revendique une certaine paternité là-dedans, parce qu'on a poussé beaucoup les politiques, en particulier à l'Élysée, pour aller vers ça. Il nous semble qu'on peut pas, on ne pourra pas se sortir de cette histoire de mise en œuvre des accords de Paris et de transformation de l'économie afférente sans réinstituer de la planification. C'est un truc auquel on croit très, très fort. Et un truc qu'on peut dire, juste pour resituer en tout cas l'échelle du défi, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, dans le monde, alors en France c'est un petit peu différent parce que le mix énergétique n'est pas le même, mais grosso modo, 80% de l'énergie que nous utilisons est d'origine fossile, c'est-à-dire gaz, pétrole, charbon, et que si on suit à la lettre les nécessités de l'accord de Paris, indépendamment des contraintes de mise à disposition dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a 30 ans pour effacer, entre guillemets, 80% de ce qui nous fait tourner aujourd'hui. Oui, absolument. Et puis, le fait que justement on regarde ça avec cette idée qu'il y a une double contrainte, ça donne un caractère inexorable à cette transformation. Bien souvent, on dit oui, mais la France, c'est 2% des émissions de CO2 mondiales. Oui, alors bon, outre la responsabilité morale qu'on a du fait que les accords de Paris ont été signés à Paris, pour nous, l'Europe étant un énorme importateur de pétrole et ses ressources pétrolières étant promises à être contraintes, il y a un caractère inexorable à se réorganiser concrètement. Et je ne suis pas persuadé, alors là où je diffère sans doute de l'approche de la vision d'Yannick, je ne pense pas, enfin je ne parie pas en tout cas, sur une évolution profonde de l'état d'esprit. Les humains restent les humains. Je ne pense pas qu'on va tous se transformer malheureusement en éco-warriors. Donc j'essaie d'imaginer, enfin nous au Shift, on essaie d'imaginer d'abord les choses d'un point de vue technique et organisationnel dans un monde qui nous semble être un monde concevable. Mais pour ça, il nous semble que la première chose à faire, c'est de dire aux gens, voilà le travail que vous faites aujourd'hui, voilà le travail que vous pourrez faire demain. D'être très pratique, de regarder au niveau des territoires, au niveau des secteurs d'activité, ce qu'il est effectivement possible de faire. Et si effectivement il y a un écart à la cible énorme, alors là, peut-être qu'on changera de discours et qu'on durcira peut-être notre approche. Mais en tout cas, il y a un travail de documentation. Le problème de la transition énergétique est largement objectivable. C'est d'abord, l'économie est un système physique parmi d'autres. Donc il faut regarder comment, et là je pense à des initiatives comme celle de Chou, il faut regarder concrètement comment on peut se réorganiser, techniquement et sociétalement, et ensuite lancer une conversation patiente, cohérente à partir de ça. Bon, c'est ce qu'on essaie d'ébaucher avec ce plan. Très bien. Mathieu, justement, je vais proposer à Chou peut-être de t'interroger à son tour, et puis ensuite Yannick. Moi, je partage un peu cette vision, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais moi j'ai une vision écologique très pragmatique aussi, très pratique. Je voulais juste te demander sur ce plan, qu'une fois qu'il est fait, l'idée c'est de pouvoir mettre à contribution le gouvernement du coup sur un engagement, sur est-ce que vous êtes là juste en tant que conseil, est-ce qu'ils se sont engagés à au moins le lire et vous accueillir, enfin voilà, quelle sera l'utilisation concrète ensuite de ce plan une C'est fois qu'il sera fait? c'est un outil de débat. Moi, je suis ancien journaliste. Mon travail, c'est de lancer des conversations cohérentes. C'est ce qu'on essaie de faire avec ça. Par exemple, aujourd'hui, le réseau des jeunes entrepreneurs, le CJD, est très intéressé pour qu'on teste auprès d'eux un certain nombre de propositions. Voilà, tel modèle d'affaires, est-ce que ça vous paraît con? Est-ce que votre clientèle, vous croyez qu'elle peut évoluer, qu'il s'agisse d'alimentation, qu'il s'agisse d'emballage?
on veut tester des propositions très concrètes qu'on se charge, nous, de faire reboucler et de voir qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut aboutir en termes de CO2, d'impact matière. En fait, dans notre plan, ce qui peut-être diffère de certains d'approches précédentes, c'est qu'on parle très peu d'euros, en fait. On regarde en tout cas l'argent à la fin de l'histoire, mais on commence par parler des gens, ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils pourraient faire demain, de tonnes de trucs et de machins et de joules. Voilà. Et on regarde un peu, en fonction on bouge un peu les curseurs, on voit où ça nous mène et on teste les propositions. Donc la conversation, elle a déjà commencé, même politiquement, puisque tu me posais la question sur l'utilisation politique qu'on souhaite faire de ça. Clairement, on espère avoir agrégé autour de nous suffisamment d'acteurs qui disent « ouais, il y a des pistes intéressantes là-dedans » pour pouvoir lancer une conversation avec clairement en perspective les présidentielles de 2022. Yannick? Dire, ouais, effectivement, comment est-ce qu'on, ici et maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre les premières marches, des premières marches opérables, acceptables. On a bien vu, l'écologie politique est quand même globalement dans une impasse aujourd'hui. Hein. C'est pas que parce qu'il y a des méchants capitalistes. Je pense qu'il faut se poser d'abord des problèmes d'organisation concrète. Quelle société on peut vendre, entre guillemets, à ma voisine, à ma tante, à des gens qui sont pas des Pierre Rabhi en puissance. Malheureusement, on en est très loin et je pense que nos préoccupations sont voilà. Il faut être capable de dire. Pour moi, l'écologie politique, c'est être capable d'aller à Donge, d'aller à Saint-Nazaire pour faire allusion, et de dire, OK, vous faites ce boulot, vous bossez dans une raffinerie aujourd'hui, ou peut-être à Sochaux, vous êtes sous-traitant de chez Peugeot, vous faites ce boulot-là aujourd'hui, demain, vous, ou votre fils ou votre fille, vous pourrez faire ce boulot-là, et c'est très délicat de tenir ce genre de discours, parce que toutes les fois où jusqu'à présent, des crânes neufs, on fait de la prospective, ça s'est très mal terminé. Je pense à Forbach, je pense à Roubaix. La dernière fois qu'on a voulu, pour des raisons profondes, qui ont trait d'ailleurs à l'écologie, parce que c'était la fin du charbon, profondément réorganiser une économie, ça ne s'est pas passé. Donc là, on est face à une évolution qui, pour nous, est inexorable. Donc il faut essayer de tirer ces leçons-là. Alors, la parole à Yannick. Pardon, j'étais un peu long. Et ensuite, on prend les questions du public. Yannick, ton micro, s'il te plaît. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Mathieu, et pour éviter justement les dérives centralisatrices, on va dire, d'énarques et de dirigeants qui pensent pour le peuple et qui risquent de prendre des décisions encore contre-productives, comme on le voit aujourd'hui dans le véhicule électrique ou l'hydrogène qui est vendu comme étant la solution de demain. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par quelque chose qui implique les gens au quotidien? Et il y a une idée, je ne sais pas si vous l'avez prise en compte au Shift, mais moi, ça me paraît super intéressant comme effet de levier, c'est le crédit, le quota carbone individuel. Chaque individu a son quota, il a sa carte. Il sait qu'il ne peut pas émettre plus de 10 tonnes en 2020, ce sera 9 tonnes en 2021, 8 tonnes en 2022, etc. Et du coup, on fera une pédagogie sur notre consommation quotidienne, qu'est-ce que ça représente en carbone. Et derrière, comme on serait inexorablement vers une baisse, on atteindrait les accords de Paris en 30 ans, avec une baisse qui sera assez douce sur 30 ans finalement. Et ça serait contraignant, pédagogique et sur le mérite d'impliquer tout le monde. Est-ce que c'est le genre de choses que tu penses faisable dans votre réflexion? Mathieu. Ah, Mathieu, je pense qu'on a un peu perdu ta connexion. Je compte jusqu'à 3 et ensuite la technique. Voilà. Bon, dès qu'on récupérera Mathieu, on pourra lui poser la question. Si tu nous entends, tu peux peut-être passer momentanément en son seulement. Ce que je vais vous proposer, c'est de passer à la séquence de Chou, et puis on reviendra avec quelques questions du public ensuite pour s'adapter aux aléas du direct. Voilà. Donc Chou, est-ce que tu peux déjà nous réexpliquer en quoi consiste ton métier et ce qu'apporte Pandobac? Oui, alors donc moi je suis cofondatrice, on est 3 associés donc dans Pandobac. Et quand on l'a créé donc il y a 2 ans, c'était vraiment dans un objectif très concret de dire on veut avoir un impact sur la réduction des déchets. Donc,
déchets, c'est très vague, il y en a énormément, et plus spécifiquement sur les déchets d'emballage donc à usage unique. Juste pour le petit historique rapidement, moi, après des études d'ingénieur, j'ai ouvert un restaurant. Voilà, j'ai décidé de partir sur un projet très personnel lié à ma passion. Et c'est en travaillant en fait dans ce restaurant-là que j'ai identifié ces déchets justement dont je parle, d'emballage, d'approvisionnement. Donc tous les jours, je recevais une quantité de marchandises dans des cartons, des cagettes en bois, des caisses polystyrène. Ça devenait absurde. Et moi, du coup, je suis venue sur ce projet et dans l'écologie, en fait, face à ce problème vraiment très concret que j'ai observé. Et ce qu'on propose vraiment, c'est de pouvoir accompagner des acteurs qui utilisent des emballages à usage unique vers des emballages donc réemployables. C'est de les aider du coup à choisir le bon contenant, de trouver comment bien les laver, de les suivre, d'optimiser les réutilisations, de mettre en place les boucles logistiques en fait de réemploi. Donc c'est vraiment d'accompagner sur toute la mise en Je place crois que je vraiment du système de réemploi. Voilà. Là, on voit quelques-uns des outils que vous proposez avec lesquels tu travailles. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, tu remontes assez haut dans la chaîne logistique alimentaire, parce que tu travailles aux mines de Rungis notamment. Je crois que tu as des projets avec des criers en Bretagne, me semble-t-il. Je ne veux pas trahir de secret. C'est ça. Dans l'ouest de la France, ici à Nantes aussi. Ouais. Euh, Concrètement, tu travailles avec, ça fait du contact avec combien de restaurateurs sur l'Île-de-France? Alors effectivement, nous, on a commencé donc dans le petit secteur que je connaissais de la restauration commerciale. Donc on a commencé à proposer des bacs donc à des fournisseurs de la restauration commerciale, et on a commencé en Île-de-France parce qu'on est basé en Île-de-France. En un an à peu près, on a des livraisons de produits donc dans nos bacs, dans à peu près entre 300 et 350 restaurants à Paris, enfin en Île-de-France, majoritairement à Paris. Et là, effectivement, comme tu le disais, on veut aller plus loin et plus haut en fait dans la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que là, c'était vraiment sur la boucle grossiste-restaurant. Mais les grossistes, en fait, ils reçoivent aussi leurs marchandises dans un emballage jetable. Donc, en fait, il y a une multitude d'emballages jetables en fait, sur toute la chaîne. Et là, on se dirige donc vers la Bretagne, plus près, disons, des côtes, pour remonter vers des producteurs, vers des marailleurs directement, des pêcheurs, pour que toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'au restaurant soit faite dans des emballages réutilisables. Comment tu sens, Mathieu parlait tout à l'heure de transformation pragmatique, professionnelle, et discuter avec tel secteur et de parler avec les personnes qui y travaillent, j'imagine avec cette idée aussi de donner l'espoir d'une transformation la plus douce possible en tout cas. Toi, tes signaux, les signaux du terrain sur cette avancée, sur cette envie de transformation de l'économie, tu sens quoi à ton échelle, à ta Oui. hauteur d'entrepreneur? Oui. Nous, ce qu'on ressent, et c'est le créneau en plus qu'on a pris, c'est, enfin, nous, on joue le jeu total du capitalisme, hein. Enfin, c'est triste à dire, mais en fait, c'est aujourd'hui notre proposition de valeur chez nos clients, c'est pas du tout de dire on vient remplacer un emballage à usage unique par un emballage réutilisable. Vous allez voir, c'est génial. On diminue les déchets, on contribue à un monde meilleur. Ça ne marche pas du tout, ça, aujourd'hui. Euh, pour plusieurs raisons. C'est que nos interlocuteurs, c'est des professionnels de l'alimentaire. Ce n'est pas un secteur forcément qui est... Enfin, en tout cas, ceux à qui on parle, qui sont hyper sensibilisés au sujet écologique. Il y a un sujet financier, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir la plus grosse marge possible et de gagner le plus d'argent. Mais c'est comme aussi la grande majorité des entreprises. Et nous, ce qu'on apporte comme argument de vente, en fait, c'est de dire on peut vous faire des économies en fait, sur vos emballages. Donc nous, notre finalité à Pandobac, c'est vraiment d'avoir un impact positif, mais ce qu'on vend, entre guillemets, c'est plus un avantage financier et qui permet en fait d'avoir cette transition auprès de ces acteurs-là. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment un changement d'usage, une innovation en fait dans la façon de fonctionner et dans les mentalités. Et nous, aujourd'hui, effectivement, on passe par le moyen financier, mais pour y arriver, quoi. Donc,
Nous, non, on ne ressent pas vraiment une volonté très forte de changer. Si ça coûte moins cher, oui. Si ça coûte plus cher, pour l'instant, ce n'est pas évident. Enfin, c'est très, très dur, en tout cas. Voilà. Donc, je ne veux pas trahir tes pensées, mais en gros, ce que je comprends, c'est que les porteurs de projets comme toi, vous pouvez très bien être dans la protection de cette transition et la passion et l'envie de faire bouger les lignes, mais tout en trouvant l'accroche, en l'occurrence l'accroche marché, là, dans ton cas, qui va permettre de faire passer le message tout en douceur, quoi, en gros. Oui, en fait, pour moi, aujourd'hui, en fait, de mon expérience vraiment de porteur de projet et de tous ceux qui nous entourent, parce qu'en fait, la communauté d'entrepreneurs à impact est quand même très soudée, on a énormément de liens, voilà, il y a plein de réseaux, on discute beaucoup. Pour moi, aujourd'hui, il faut apporter une valeur autre que écologique aux interlocuteurs. Après, effectivement, nous, c'est des entreprises, donc financier, ça marche bien. Ça peut être un argument marketing aussi pour certaines personnes. Ça peut être voilà, d'autres valeurs qu'on peut trouver. Et c'est ça qu'il faut effectivement, pour moi, trouver dans le modèle, en tout cas économique, si c'est dans le cadre d'une entreprise. Nous, c'est un projet, ce n'est pas, enfin, Pondobac, ce n'est pas une association, c'est une entreprise. Et on s'adresse à d'autres entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre modèle économique, on reste sur des choses très liées aux finances. Et sinon, l'autre argument, et que nous, on cherche beaucoup à avoir, ce serait vraiment l'argument législatif, tout simplement. Les choses bougent parce qu'il y a des lois qui passent et qui disent on va interdire tel emballage d'ici 2040, débrouillez-vous, quoi. Ça nous aiderait beaucoup, mais donc c'est un peu les deux leviers, quoi. C'est trouver une valeur qui va faire bouger les lignes, faire bouger ces entreprises, ou faire en sorte qu'il y ait des lois qui passent et qu'ils soient obligés d'y passer. Aujourd'hui, nous, on ressent que ça, et bon, c'est dommage, mais on se dit que c'est un moyen comme un autre, en fait, d'atteindre un objectif d'impact, quoi. Ok. Mathieu a reparu. Je vais demander à Yannick et Mathieu de jouer le rôle de l'intervieweur, de peut-être vous te poser une question également. Yannick, tu veux commencer, puis Mathieu, si ta connexion est stable, ensuite avec plaisir. Je vais rebondir sur ce que dit Chou. Moi, je partage totalement l'idée qu'il faut être pragmatique. Est-ce que, en fait, il y a un triptyque à inventer qui est comment on invente un monde plus propre, moins consommateur d'énergie, qui apporte du bien-être et qui est économiquement tenable à court terme. Et c'est ça la difficulté d'innover. Les entreprises qui, pour moi, sont contributives, les entrepreneurs à impact qui s'en sortent, que ce soit 1083, que ce soit Carnot Computing. Carnot, c'est un excellent exemple. Il chauffe des ménages démunis en mettant des serveurs dans les HLM et en plus, il réduit la consommation d'énergie pour faire tourner ses serveurs. On est dans le triple impact. Il est 4 fois moins cher. Donc pour moi, ça, c'est vraiment l'enjeu à court terme. Et à moyen long terme, un jour, les gens y viendront parce que écologiquement, ça a du sens. Mais c'est cette capacité à réconcilier deux. Et je me posais la question tout à l'heure en t'écoutant sur quelles sont les limites finalement à généraliser ce genre de choses qui sont à la fois anciennes, comme disent certains, retour en arrière, Oui. rien de nouveau, et en même temps, c'est nouveau parce que tu utilises sûrement des outils nouveaux, je crois, en logistique. Donc c'est quoi la nouveauté que tu apportes par rapport à ce système de bac qu'on connaissait il y a 30 ou 40 ans? Oui. La différence, en fait, il y a 30 et 40 ans, c'est que les flux ne sont pas les mêmes non plus. Il y en a beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui. L'usage unique est vraiment rentré dans les habitudes. Et du coup, quand je dis habitude, c'est vraiment au niveau logistique. Aujourd'hui, la plus grosse limite à durée utilisable, c'est sur la boucle logistique retour, pour refaire venir les contenants à la source. Aujourd'hui, les entreprises de transport, elles sont toutes sur un fonctionnement d'optimisation de leur tournée, mais sur des flux A à B, un point A à B, point. Il n'y a aucune construction et aucune réflexion sur des boucles, enfin optimisées, mais avec du retour. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça le problème qu'on rencontre beaucoup, c'est de prévoir de rajouter cette boucle-là, qui souvent en fait est facturée par les transporteurs le même prix que l'aller, ce qui n'a aucun sens. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Et du coup, il y a aussi ça sur lequel on se bat, c'est que plus il y aura de projets avec du réemploi, plus la logistique en fait commencera à réfléchir aussi à créer des boucles optimisées et du coup moins chères de retour. Et ça, voilà, c'est un travail de fond sur toute l'organisation, disons, de la logistique. Et c'est pour ça que nous,
ce qu'on fait aussi, et un positionnement dont j'ai pas vraiment parlé, c'est qu'on essaie de se positionner vraiment très localement au plus proche de nos clients, faire des boucles courtes en fait d'approvisionnement, ce qui permet aussi d'enlever un peu ce frein de boucle retour. Plus les boucles sont petites, en fait, moins aussi elles sont chères et plus faciles, enfin plus elles sont faciles à mettre en place, quoi. Donc Participer à une économie plus territorialisée ou reterritorialisée, en tout cas. Mm. Mathieu? Ouais, désolé pour ma connexion Internet a sauté. Euh, nous, on est très très proche dans notre approche. D'ailleurs, j'ai envoyé aux gens de l'équipe industrie qui travaillent sur le recyclage, le lien vers ta startup que je connaissais pas. On partage cette vision d'une économie régulée. Alors, pour nous, le capitalisme, c'est une course d'obstacles. Si on doit mettre ce système face aux engagements qu'a pris la République. Les engagements qu'a pris la République, c'est en creux interdire ou aller vers une interdiction, une limitation très très forte des emballages à usage unique. C'est inscrit en fait en creux dans les accords de Paris. C'est ça qui est formidable dans le côté, je disais, largement objectivable de ce qui est écrit, des engagements qu'on a pris déjà. Et ma question, c'était un peu j'imagine que tu suis de près ce qui a émergé de la Convention citoyenne pour le climat. Et sur les sujets en particulier, quels sont les commentaires que tu as sur ce qui est sorti de cette convention et jusqu'à quel point ça te semble présager de l'évolution vers un modèle d'affaires où tu serais gagnante de la course d'obstacles? Alors, Chou, je te laisse répondre, et juste en précisant que juste après, on prendra la question du public pour toi et Mathieu, Ouais, oui, puisqu'on va sauter l'étape pas de publique. souci, ouais, Alors, on ne vous oublie pas, chers participants. avec Chou. plaisir. Euh, alors, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de la Convention citoyenne du climat qui sont, je dirais pas utopiques, mais qui sont clairement très souhaitées et qui montrent vraiment ce que veut la population. Mais euh, moi, j'ai vraiment cette réalité enfin, économique que je vois au quotidien et qui, comme tu dis, c'est vraiment une course d'obstacles. Il y a une loi, enfin, les règles du capitalisme sont très claires et très simples. Euh, et je ne sais pas à quel point on pourra réussir effectivement à les atteindre, quoi. Mais sans justement imprévu, enfin, l'improbable, comme disait Yannick. Pour moi, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de choses qui me paraissent assez compliquées, rien que sur les emballages jetables. Je veux dire, là, ce qui a vraiment été fait, c'est la loi Egalim. On parle que de ça. En tout cas, en restauration collective, c'est vraiment le gros sujet. C'est d'interdire les barquettes en plastique à usage unique pour la réchauffe des plats dans les cuisines collectives. Bah, ça, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui soit économiquement viable, mais même pragmatique sur le contenant lui-même, quel contenant utiliser, etc. Et les délais, en fait, aujourd'hui, paraissent courts en fait, aux acteurs économiques, mais qui essaient en fait vraiment de faire changer les choses. Mais acheter des dizaines de milliers de barquettes en inox pour remplacer les barquettes en plastique qui sont, je sais pas, 100 fois moins chères, hein, en fait, c'est très, très complexe. Donc, pour ça, en fait, il faut, enfin, pour moi, un changement radical, en fait, des règles un peu de notre société, basées uniquement sur le profit, quoi. Ça, c'est évident qu'il faudra changer ça, et je ne sais pas aujourd'hui où en est politiquement, disons, la situation pour arriver là, quoi. Donc, je, je suis perplexe, mais je suis optimiste quand même. Enfin, j'espère que ça va évoluer. Ok, merci Chou. Et effectivement, on essaie de rester dans le comment, sans béni-oui-wisme, mais pour trouver des façons de faire. On va prendre Pascal. Je crois qu'il y a des questions, puis peut-être simplement mentionner à chaque fois si la question est plutôt adressée à Chou ou à Mathieu. Il nous reste 5-6 minutes pour faire le tour de vos questions à vous deux. Voilà. Merci Walter. Alors il y a beaucoup de questions, hein, donc je ne pourrai peut-être pas toutes les prendre. Cependant, il y a une question autour comment dire, de la mobilisation, c'est-à-dire que
de nombreuses personnes dans les questions signalent le fait que finalement, pour beaucoup d'interlocuteurs, il y a une absence de connaissance et de prise de conscience de la situation, que ce soit des acteurs citoyens ou économiques. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à mobiliser beaucoup plus largement dans un premier temps? Et ça s'adresse à Mathieu. Mathieu, si tu nous entends. Ouais, moi, je pense que si ma connexion est correcte. Ouais. Oh. Moi, je suis persuadé que, en tout cas, c'est le pari qu'on fait, que ça passe par une vision concrète, par expliciter une vision concrète d'une économie transformée, avec un chemin qui soit praticable. Évidemment que du jour au lendemain, interdire les emballages à usage unique dans la restauration, c'est juste pas opérable. Par contre, dire français, dans 10 ans, c'est terminé, et les acteurs qui sont dans cette filière vont être accompagnés, et on va s'occuper des perdants dans cette histoire. Moi, je pense que c'est le seul chemin praticable, en fait. Parler des gagnants et des perdants. Et commencer par les perdants. Ok. Commencer par s'occuper des perdants. Ouais. Donc accepter de dire qu'il y a des perdants aussi. Ouais, ce que les politiques ont du mal à faire. Okay. Ils n'aiment pas faire ça. Il y a d'autres questions autour de la question aussi démographique. Comment aujourd'hui, dans vos travaux, vous prenez en compte les enjeux démographiques et aussi les enjeux, donc si on est sur une focale plus internationale, sur les enjeux de croissance économique des pays les plus pauvres aujourd'hui, et comment ça impacte aujourd'hui les modèles, mais aussi les enjeux de planification. C'est toujours pour la question démographique, on la traite pas comme un levier. On prend ça parmi les paramètres. On regarde ce que nous disent les institutions compétentes sur l'évolution de la démographie française. On n'est pas une institution malthusienne dans ce sens-là, pas parce que ça nous intéresse pas et pas parce qu'on ne reconnaît pas que le fait qu'on est très nombreux complexifie est un élément important dans le problème posé. C'est juste qu'on est une institution pragmatique et où on parle politiquement de choses qui nous semblent opérables et audibles politiquement. Et dans un monde démocratique. Même la Chine populaire n'a pas réussi à tenir sa politique de l'enfant unique. Je ne vois pas aujourd'hui, dans Hic Nunc, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui, la démographie comme un levier politique, si on le dit comme ça. Voilà. Donc on s'en sert pas. On s'en sert pas. Et sur la seconde partie de votre question, j'ai pas très bien compris, je vous avoue. C'était la question de la croissance économique des pays les plus pauvres dans les années à venir. Comment ça... Nous, on le regarde. Alors, le travail qu'on fait est un travail qui est centré sur la France. Maintenant, on regarde, alors typiquement quand je parlais d'approvisionnement pétrolier, il est clair que la croissance démographique et économique en Afrique, en Asie, si on reste dans le business as usual, va réclamer beaucoup plus de pétrole. Et donc, mécaniquement, ça risque d'en faire moins pour nous. En tout cas, il y aura une lutte. S'il y a une contrainte sur les approvisionnements pétroliers, il y aura des compétitions en fait, qui se déroulent déjà. Hein. Il y a une géostratégie chinoise des approvisionnements pétroliers. Pour nous, ça fait partie du contexte qui fait qu'il serait prudent, y compris pour des raisons de stabilité géopolitique, de se préoccuper urgemment de la sortie du pétrole. L'Algérie, par exemple, est en déclin pétrolier, n'est pas en déclin démographique. Je peux vous dire que je peux témoigner du fait que pour l'Algérien moyen, c'est très concret ce que ça veut dire, les contractions des approvisionnements pétroliers algériens. Et à Dieu ne plaise que l'Algérie connaisse un scénario à la Venezuela. À Dieu ne plaise pour nous, Européens, aussi. Voilà. Se préoccuper de la manière dont aujourd'hui notre destin est enchâssé et pris dans des réseaux techniques qui sont complètement dépendants du pétrole, c'est matérialiser le fait que cette problématique de transition énergétique, elle n'est pas seulement une question liée au climat ou liée à la biodiversité, c'est une question de maintien de la paix aussi, de manière tout à fait, dans un sens tout à fait brutal en fait.
Et merci Mathieu. Peut-être une Merci. question pour Chou? Oui, alors il y a pas mal de questions pour Chou. Il y a des questions autour donc, de l'intérêt du retour à la consigne, mais aussi sur les matériaux que tu utilises pour tes contenants, et notamment si, par exemple, le bambou ou en tout cas d'autres matériaux peuvent être utilisés aujourd'hui pour tes contenants plutôt que du plastique. Alors oui, ça c'est un grand sujet. Aujourd'hui, donc effectivement, les bacs qu'on utilise, donc c'est du plastique, donc réutilisable, donc assez différent de l'usage unique. Nous, enfin aujourd'hui, il n'y a que ça qui fonctionne, parce que c'est léger, c'est robuste, parce que c'est apte au contact alimentaire. Le bambou aujourd'hui sur du réutilisable, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça ne se lave pas et ça boit en fait les bactéries et ça peut pas se vraiment, enfin ça peut pas se réutiliser. Donc il y a plein de normes au niveau européen sur l'alimentarité. Il y a vraiment la priorité en fait dans l'alimentaire, c'est vraiment la sécurité alimentaire de toute façon avant n'importe quoi. Donc de toute façon, ça, on n'arrivera pas à faire passer, disons, d'autres matériaux donc qui ne sont pas normés. Et ensuite, nous, on est vraiment sur ce positionnement de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on le fait au mieux sur notre impact environnemental. On y travaille énormément à diminuer au maximum les trajets, etc., etc. Mais parfois, je pense que sur certains cas d'usage, on est possiblement moins écologique que de l'usage unique. Ça, c'est possible. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une phase transitoire où, sans massification en fait, de la consigne, en fait, oui, le modèle économique et écologique est compliqué. Sur le plastique, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, bah, c'est une phase transitoire où il n'y a que du plastique qui peut fonctionner sur des bacs réutilisables. On le fait parce qu'on est là aussi pour changer les usages et les mentalités. Quand il y aura un nouveau matériau qui sera plus écologique et qui sera normé, bah, on l'utilisera et on y va pas à pas. Ça, c'est vraiment quelque chose. On ne va pas attendre en fait d'avoir la solution parfaite écologiquement pour y aller parce qu'il y a un tel travail en fait de changement de fonctionnement et d'usage, comme je disais, qu'il faut commencer avec ça. Et nous, on surveille de très très près effectivement les autres matériaux. Et pour l'instant, voilà. Désolée de le dire, mais il n'y a rien d'autre. Merci beaucoup, Chou. On va arrêter les questions là parce que le temps file. En tout cas, je voulais toujours m'excuser pour tous ceux qui ont posé des questions dont ils n'ont pas eu la réponse, mais on les transmettra aux intervenants. Et je voulais juste citer une phrase qui est arrivée dans le chat. Ce n'est plus de colibris dont nous avons besoin, mais de sangliers. Donc, je voulais remercier Laurent pour cette petite phrase qui voilà, donne le ton aussi de ce qui est espéré par nos auditeurs. À toi, Ok. Walter. Merci Pascal. Il est 19h55, on s'est engagé à tenir l'horaire et à vous laisser reprendre vos activités normales aux alentours de 20h les uns les autres. Avant de faire une petite conclusion, je vais redonner la parole à Chou, puis à Mathieu, parce que à l'instar de Yannick, on vous avait proposé d'avoir une inspiration artistique et culturelle, quelque chose de très personnel. Donc Chou, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as choisi? Oui, alors moi, ce que j'ai choisi, c'est un extrait donc d'un film documentaire sur une performance de l'artiste Marina Abramovic. Enfin, je situe un peu le contexte parce que sinon vous n'allez pas du tout comprendre. En gros, la performance, c'était pendant plusieurs mois, elle s'est assise sur une chaise sans bouger dans le MoMA à New York et il y avait une chaise vide devant elle. Les gens pouvaient venir s'asseoir en fait devant et vraiment ils se fixaient, enfin les deux personnes se fixaient du regard. Et là l'extrait, c'est quand son ancien compagnon qui a passé du coup 12 ans de sa vie, enfin avec qui elle a partagé 12 ans de sa vie sur le point de vue personnel et professionnel, puisqu'ils ont en gros ensemble ils ont lancé sa carrière. Et je vous laisse regarder, c'est très parlant.
Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que donc ils ne se sont pas vus pendant 12 ans Ouais. et elle ne savait pas Oui. qu'il se présenterait puisqu'elle accueillait en ouvrant les yeux les visiteurs sans savoir qui ils étaient, puisque les yeux étaient clos pendant chaque minute d'accueil des visiteurs. C'est tout à fait poignant et c'est un très très beau message, extrêmement émouvant. Merci beaucoup Chou pour ce témoignage. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer avec quelle petite surprise tu es venu pour nous? Ouais, bon, tu m'as demandé un truc personnel. C'est une musique, moi, qui m'accompagne depuis très longtemps, que j'avais utilisée sur un documentaire que j'avais fait pour Envoyé spécial, qui était le premier documentaire français qui montrait des conséquences concrètes du réchauffement climatique. Donc, c'est une musique c'est un bout une ritournelle qui m'accompagne depuis longtemps, qui est due à DJ Shadow, et dont les paroles parlent de l'heure actuelle et ils parlent d'un quart d'heure après minuit. Voilà. Et voilà, j'ai l'impression qu'on est un quart d'heure après minuit déjà. Ok. Alors, est-ce qu'on a, je pense, le morceau de musique? Si on est prêt pour le diffuser, DJ Shadow. Allez. Super, merci, merci à vous. Je tiens vraiment à remercier vous trois, nos participants nos intervenants pardon, pour ce premier rendez-vous régénération d'Openland. Un cycle qui s'ouvre et dont nous vous donnerons des nouvelles en début d'année prochaine pour le poursuivre, je l'espère, avec autant de qualité. Et merci d'avoir joué le jeu également, de répondre à nos participants, de vous interpeller entre vous et de nous faire sentir qu'en fait, on est tous embarqués dans cette aventure. Avant de clôturer, je voulais juste vous faire un petit clin d'œil. Vous connaissez probablement tous cette photo qui s'appelle, alors en anglais, je ne vais pas vous faire l'offense de le dire en anglais, mais ça s'appelle Déjeuner en haut d'un gratte-ciel, prise dans les années 30 à New York. Alors c'est une photo qui a été à l'époque créée pour une campagne publicitaire et notamment pour un gratte-ciel qui allait ouvrir et qui proposait des bureaux, voilà, des bureaux, des open space peut-être, ou du coworking, que sais-je. On a beaucoup aimé cette photo avec le studio 4A qui a travaillé avec nous l'affiche du cycle Régénération. On a vu une espèce d'allégorie d'un monde qui peut se réinventer. D'abord un monde où la ville et la nature vont de concert d'une certaine manière. Ici, vous voyez Central Park derrière. Et puis où des gens œuvrent chaque jour avec un certain sens du lien humain et du collectif à une œuvre qui les dépasse. Alors là, c'était la construction de New York à l'époque, mais derrière cette réinvention de la ville, d'une ville plus renaturée, d'une ville régénérative aussi, eh bien, on y a vu une source d'inspiration pour ce cycle de régénération qui est très important pour la mission que nous poursuivons, nous, avec Openland auprès des professionnels, des individus et des territoires, nous aussi. Et voilà, donc je voudrais remercier pour terminer tout d'abord Yannick Roudot. Rappelez, Yannick, ton livre « Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie » aux éditions de La Mer Salée, que je recommande très chaudement, c'est une lecture passionnante. Mathieu, on peut renvoyer chacun vers les travaux du Shift Project et puis t'écouter aussi de temps en temps. Tu es intervenu dernièrement sur la plateforme de podcast Sismic avec une rencontre d'1 heure. Voilà, si vous voulez prolonger avec Mathieu, c'est l'occasion. Et puis Chou, peut-être qu'on te croisera ou qu'on croisera en tout cas tes œuvres dans des restaurants parisiens, bretons ou bas bretons, ou Sud-Bretagne
prochainement. En tout cas, vraiment, merci à tous les trois d'avoir joué le jeu ce soir. Je vais également remercier, ça ne sera pas trop long, mais c'est important que tout le monde ait sa part du colibri peut-être ou du sanglier, je ne sais pas. Remercier nos amis, réseaux, partenaires et soutiens. Il y a la cantine numérique, la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, que nous suivons et qui nous suit depuis longtemps, le magazine So Good, dont nous sommes partenaires et auquel nous avons aidé à participer plutôt à la campagne de financement participatif de So Good qui a été lancée en début d'année, l'agence 21-22, le club 1% pour la planète qui m'est tellement cher, cofondé par Yvon Chouinard et qui est un collectif d'individus et d'entrepreneurs qui œuvrent pour la philanthropie environnementale. Voilà, je vous recommande le 1%. L'ADN Le Shift, Tech for Life, Nantes Métropole et la ville de Nantes qui nous ont aidés également, ainsi que la Biomime Week. C'est la Biomime Week en ce moment, vous pouvez aller regarder des tas de vidéos passionnantes et d'intervenants sur ce sujet du biomimétisme et de la bio-inspiration. Évidemment, je remercie toute l'équipe Openland, Lise, Gwenig, Sylvain, Kathleen, Pascal, Thomas, Christelle, Nathalie et Omanette ce soir et sans accroc. Bravo à vous. Marine, Laurent et Anne-Nicolas qui ont œuvré et qui ont partagé aussi ces moments artistiques. Voilà, c'est fini pour ce soir. Ce live sera disponible en replay très prochainement dans les jours qui viennent. Nous vous enverrons les liens et puis on vous donnera quelques nouvelles aussi début janvier si ces sujets vous passionnent. Et pardon encore pour toutes les questions que nous n'avons pas pu prendre, mais rendez-vous pour notre prochaine édition. Ce sera au premier trimestre 2021. Bye bye à tous et merci à tous les trois de nous avoir rejoints ce soir. Ciao. Ciao.